femmes aussi peuvent subir des violences obstétricales indirectement. Parce qu'un homme qui a sa femme qui est venue pour accouchement, et on dit à l'homme là par exemple qu'elle n'a pas le droit même pour voir sa femme. C'est une violence. C'est une violence obstétricale, mais indirectement. C'est indirectement. Donc c'est une violence basée sur le genre. Parce que l'homme a le droit de suivre sa femme, de voir sa femme pendant l'accouchement, pendant les suites de couches. Mais si on lui dit qu'elle n'a pas droit à accéder à la salle, parce qu'on se dit que non, la salle, il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Mais il y a une manière de communiquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, la communication. Puisque la sage-femme ou l'agent de santé doit faire l'interface entre la femme et le mari. Tout ce qu'elle découvre comme diagnostic, comme élément de traitement, elle doit prendre son temps pour bien expliquer au mari. Parce que c'est le mari qui est le premier tuteur. Voilà. Mais combien d'agents de santé le font? C'est une violence. C'est une violence non seulement psychologique et émotionnelle, et c'est une violence, c'est ce qu'on appelle le déni de service. C'est un service. Normalement, la femme là vient, on l'examine, on appelle son mari, on la fait s'asseoir. Voilà, votre femme a ça. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. De façon pacifique. Mais beaucoup d'hommes ne peuvent pas avoir ce service-là de la part des agents de santé. Donc c'est une violence. C'est une violence. Troisièmement, c'est surtout encore le déni de ressources. Il y a des agents de santé qui prescrivent des ordonnances, ils donnent au mari. Le mari, le temps d'aller payer, il amène l'ordonnance, on prie sur lui, il a peut-être un peu duré, pourquoi il y a un tel produit qui manque, voilà, avec un ton vraiment qui n'est pas ça. Donc, l'homme aussi vit cette violence de façon indirecte. L'homme vit cette violence de façon indirecte. En dehors de l'homme, il y a les accompagnateurs. Généralement, les accompagnateurs, ce sont les femmes. Voilà. Mais l'homme aussi est violenté. Mais c'est que la violence exercée sur les hommes n'est pas documentée. Même quand vous parlez quand vous prenez de façon générale même les violences basées sur le genre dans la communauté, rares sont les hommes qui partent quand même dans les services pour être pris en charge parce que bon, il a été violenté par sa femme. C'est un peu, les statistiques sont faibles. Les statistiques sont faibles. Donc, c'est pour dire que quand on parle de violence basée sur le genre, dans nos contextes là, c'est la femme qui est beaucoup plus marginalisée. C'est pour cela que les partenaires techniques et financiers vont vers la femme. Voilà. Sinon, les hommes aussi sont violentés. Et généralement, la violence au sein de la communauté chez l'homme est beaucoup plus dramatique. Parce que quand la femme veut infliger une vraie violence chez la femme, souvent c'est à l'extrême, c'est mortel. Voyez, non. L'appel que j'ai à lancer à mes collègues sages-femmes et médecins, c'est de s'approprier des violences basées sur le genre, surtout les violences gynécologiques et obstétricales dans leur milieu de soins. On peut abandonner ces violences tout en restant vraiment conscient de certaines choses. Premièrement, la communication. Il faut communiquer avec la patiente, avec son entourage. Deuxièmement, il faut acquérir la compétence technique par la promotion de l'auto-formation. Il faut aller vers la science, il faut s'informer, il faut aller découvrir beaucoup de choses. Et troisièmement, il faut collaborer avec les autres, la bonne collaboration interpersonnelle. Parce que s'il y a une très bonne collaboration entre les agents de santé, ça permet vraiment d'avoir un regard vraiment rigoureux sur la prise en charge des bénéficiaires. Voilà. À l'endroit, par exemple, des usagers,
Généralement, en matière de violence, on dit que pour les usagers, généralement, la cause principale, surtout souvent, c'est lié à leur profil socio-démographique. Le profil socio-démographique qui fait que souvent, on les inflige des violences. Je prends un exemple. Une femme qui est à sa 10e grossesse, 5e pas et 9e pas, qui vient pour accoucher, celle-là ne peut pas traverser cette période de la maternité-là sans ne pas être infligée par des violences. Soit on peut avoir lui dire que non, tu as beaucoup fait d'accouchement, pourquoi toi aussi, il y a, voilà, il y a l'âge. Il y a l'âge aussi. Plus l'âge est moins, 17 ans, elle va avoir des violences en maternité. Plus l'âge aussi est avancé, plus de 50 ans, elle aura des violences. Voilà. Donc, généralement, la solution au niveau de l'appel qu'on lance au niveau des bénéficiaires, c'est de consulter régulièrement les services de santé. Voilà. De consulter régulièrement les services de santé, d'être hygiénique autour d'eux une fois qu'ils sont dans les services de santé. Parce qu'on voit aussi souvent des accompagnateurs qui viennent, qui crachent dans les salles, voilà, qui fait que... Et tous ces comportements font que les agents aussi ne peuvent pas garder leur silence et aussi infliger des violences à leur endroit. Bon, pour l'État, là, c'est surtout ça pour clore de cette thématique, en faisant un grand plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour élaborer des grands projets et programmes de réduction des violences gynécologiques et obstétricales en milieu de soins. Voilà. Veillez aussi à équiper régulièrement, à contrôler, à superviser les services de santé. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire comme un appel. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite une synergie d'action de tout le monde. Cliniciens, non cliniciens, politiciens, non politiciens, etc. C'est une synergie d'action. Une seule personne ne peut pas lutter contre les violences basées sur le genre, surtout les violences gynécologiques et obstétricales. Voilà. Du clinicien jusqu'au premier responsable, tout le monde est impliqué. Donc, c'est mon appel.